Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce direct organisé par Miroir Social en partenariat avec les cabinets Sextant Expertise, représentés par Christian Pellet, et cabinet Brie, Koskas et Associés, représenté ici par Zoran Ilic, avocat associé. Donc, merci à Sextant et à Brie Koskas de porter cette rencontre sur les APC. Ce matin, on remet le couvert quelque part parce qu'il y a 5 ans, on avait déjà organisé un direct avec Sextant Expertise et c'était toi, Christian, qui était déjà à l'antenne pour en parler. Joseph également. Joseph ici présent, Joseph Taillefet qui représente l'organisation professionnelle Place Alliance patronale de la plasturgie, donc la deuxième organisation patronale de la plasturgie, qui est un fervent promoteur de l'APC à sa manière, et donc qui était déjà intervenu il y a 5 ans. Donc ça sera l'occasion d'avoir justement un peu un retour, bilan c'est peut-être le mot, est peut-être un peu, mais d'avoir un retour un peu 5 ans après sur les APC du côté de Place Alliance. Et on a la chance d'avoir 3 élus qui vont témoigner de la façon dont nous appréhendent les APC, et notamment chez Michelin. Donc, merci à Valérie Dossin. Toi, tu représentes la CFE-CGC Michelin. À Romain Bassiac, qui représente la CGT Michelin. Salut Romain. Romain, Romain, il est en voiture, donc on le verra peut-être à l'écran tout à l'heure, mais il est en déplacement sur un site dont on va parler d'ailleurs, qui est concerné par un APC. Sachant que chez Michelin, il y a 2 APC, il y a eu 4 APC dans la dernière période, et dans la période la plus récente, il y en a 2 dont on parlera plus particulièrement. Et Jennifer Biot, toi, tu représentes la fédération CFDT Chimie Énergie. Tu es plus en charge du caoutchouc, mais également tu as une vue sur la plasturgie parce que, par exemple, si se fait du côté de Place Alliance, vous avez une vue là-dessus, donc tu pourras également en parler. Donc ça va vraiment être assez riche ce matin. Donc merci à vous 6 de parler de l'APC, sachant que c'est un sujet qui n'est pas forcément évident. C'est un peu casse-pattes comme sujet parce que, comme je le disais dans l'introduction, c'est un sujet à multiples facettes, l'APC. On va dire, il y a le bon APC, le mauvais APC, enfin, il y a plein de nuances. Il y a des APC qui peuvent être assez retors et d'autres qui peuvent être plus doux, on va dire. En tout cas, voilà, c'est vraiment à géométrie variable. Et donc, moi, je suis Rodolphe Lerlet. Je vais avoir le plaisir d'animer cette matinée. Donc, je suis le responsable éditorial de Miroir Social. Merci à vous de votre participation. Vous êtes près de 200 personnes inscrites. Donc, je pense que le sujet peut... Le nombre d'APC n'est pas non plus... Il y a beaucoup moins d'APC que de PSE. On compte enfin, Christian, tu pourras le dire mieux que moi, mais tu préciseras, mais on compte à peu près, en 2023, les derniers décomptes de la DGT, une centaine d'APC. Donc, ce n'est pas non plus un énorme volume, mais c'est signifiant quand même en quoi ça interroge un peu le dialogue social. Et surtout, il y a pas mal de directions qui mettent l'APC sur la table et qui ne sont pas forcément signées. Donc, dans ce cadre-là, on vous propose un petit sondage. N'hésitez pas à voir en quoi ça sonne à vos oreilles. L'idée, ce n'est pas de savoir si vous avez signé ou pas, mais par contre, dans quelle mesure ils ont été mis sur la table dans une situation de situation compliquée économiquement. Donc, et sachant que maintenant, les dispositifs peuvent se mixer. Donc, qu'est-ce que la direction a mis en place, un APC, une RCC, etc. Donc ça, n'hésitez pas à répondre là-dessus. Et des APC qui ne cherchent pas forcément des départs, mais qui cherchent on va dire, à revoir les éléments du socle social. Et là, c'est également un levier. Et est-ce que là, vous avez eu des directions qui ont été dans cette logique-là? Donc, n'hésitez pas à répondre, ça nous permettra un peu de prendre l'ambiance sur un peu la façon dont ça s'aborde chez vous. N'hésitez pas dans la salle, bien sûr, comme d'habitude, à partager un peu votre retour d'expérience sur comment ça se passe du côté de chez vous, est-ce que le sujet a déjà été abordé, comment, et comment vous vous positionnez par rapport au sujet. Vos retours ne peuvent que enrichir les discussions qu'on va avoir ce matin.
Très rapidement, moi, je me permets de vous partager, parce que Miroir Social, on est avant tout une agence de veille sociale, on produit de l'information sur abonnement. Et donc, l'information qu'on produit nourrit notamment les directs qu'on organise, qui sont en accès libre. Mais le modèle de Miroir Social, c'est quand même de produire de l'information. Et produire de l'information, c'est du temps. Et donc, si vous je vais me permettre de partager, et ça va permettre de vous mettre dans l'ambiance un peu un morceau choisi des quelques ressources que Miroir Social a pu produire. Alors, c'est des ressources sur abonnement, hein, mais au moins, ça vous donne une cartographie un peu de la diversité des APC. Par exemple, récemment, en octobre dernier, il y a eu un accord APC chez Socotec, un groupe de bureaux de contrôle, où là, l'idée de l'APC, c'était d'intégrer 2 primes dans le salaire avec une clause de grand-père et la garantie pour les salariés qui refuseraient l'APC de ne pas être licenciés. C'est quand même une originalité parce que l'ADN de l'APC, c'est de dire, quand bien même quand je refuse la modification de mon contrat de travail, c'est un licenciement pour motif personnel sans raison économique. Donc là, c'est quand même une forme d'APC originale chez le groupe Socotec. Ensuite, ça, c'est un APC dont on va parler chez Michelin, où là, vous allez vraiment avoir in situ et en direct vraiment les retours des signataires et des non-signataires de l'APC qui concerne le site de l'usine de Troyes, où l'idée, c'est de faire passer des personnes qui étaient en équipe de week-end en semaine de 5 jours, avec cette fois une indemnité supralégale en cas de refus, donc également une forme de régularité, parce que c'est pas du tout l'indemnité supralégale n'est pas du tout normalement prévue. Un autre cas qu'on a pu traiter, à chaque fois vous avez les liens, des responsables d'agences qui perdent leur autorité hiérarchique. Et là, c'est la situation qui s'est posée chez Randstad en 2024, et la direction a mis dans l'équation, c'était un APC ou un PSE pour ça. On a également le cas de Server en 2023 qu'on a traité, où là, on est dans une situation d'accord de révision partielle en fonction de l'évolution de la situation économique, on va dire clause de retour à bonne fortune, et comment l'accord a permis de revoir les conditions de l'APC. Un cas très intéressant qu'on a traité en 2020 avec UFFF, c'est une entreprise de gestion de patrimoine, où là, cette fois, l'APC visait à prendre aux commerciaux qui gagnaient le plus pour augmenter le salaire minimum des autres, et sans aucune indemnité supralégale. Et résultat, il y a 93 salariés sur 1000 qui ont refusé, qui ont été licenciés. Il y en a 30 qui ont attaqué en justice, qui ont perdu, mais qui ont attaqué la direction et l'ensemble des syndicats signataires. Je ne vous cache pas que les syndicats signataires également ont mis en porte-à-faux leur fédération, parce que les fédérations des syndicats en question n'étaient pas au courant que les syndicats n'étaient pas dans la boucle, et les syndicats ont signé et ça a mis en porte-à-faux les fédérations. Et dernier cas qu'on avait traité lors du direct organisé avec Sextant, c'était le cas d'Érichebourg à Toulouse, qui travaille en sous-traitant avec Airbus, où là, il y avait eu 160 départs sans indemnité supralégale. Et là, l'APC a été annulée en cours d'appel en 2024, faute de motivation, et il y a une cassation qui est en cours. Voilà, j'arrête le partage et je ne suis pas plus long et je reviens à notre direct. Simplement, je vais vous mettre en lien. Qu'est-ce que je vais vous mettre en lien ? Je vais vous mettre en lien, avant de passer là, je vais vous mettre en lien ça. Hop. Comme ça, là, vous avez la cartographie, vous avez un lien direct vers la carto, comme ça, vous pouvez la récupérer. Et je vais passer la parole à Christian. Donc, Christian, tu es le président de Sextant Expertise, cabinet d'expertise auprès des CSE. Et vous aviez déjà fait, et là, je vais promouvoir ce que vous aviez fait, et j'enlève la mienne. Voilà, je la mets. Donc, en 2020, au moment où on avait fait le premier live, vous aviez conduit une étude qualitative sur les premiers accords d'APC qui avaient émergé. Et donc là, vous pouvez vous avez accès au lien direct vers l'étude qui avait été conduite par Sextant. Christian, je te donne la parole. J'ai été un peu long, excusez-moi. Et sur là, la cartographie que j'ai montrée montre un peu le champ des possibles qu'on a avec l'APC. Et je te propose de l'étayer. Au regard de 5 ans après, comment est-ce que l'évolution, est-ce que ça a changé? Quels sont les points d'inflexion que tu vois?
À toi la parole et je vais partager également une ressource. Vas-y, Christian, tu peux y aller. Vas-y. Ouais. Ok, bonjour à tous. Alors, je reviendrai ensuite sur effectivement qu'est-ce qui a pu changer depuis 5 ans. Mais d'abord, juste pour introduire cette page qui vise à rappeler que l'APC va resituer l'APC dans tous les dispositifs que les DRH ont maintenant à leur disposition pour adapter ou réduire l'emploi. Hein, alors, adapter ou réduire l'emploi parce que dans un certain nombre de cas, les dispositifs, et ça peut être le cas pour l'APC, c'est une adaptation des termes de l'emploi, mais ce n'est pas forcément des départs. Et là, vous avez donc tous les autres outils. Donc, ça permet donc effectivement, il y a en 2023 133 APC qui ont été signés. C'est plutôt des chiffres qui sont en diminution par rapport aux années précédentes. Et donc, ça reste significatif, hein, parce que vous regardez le nombre d'accords de rupture conventionnelle collective qui sont signés dans les entreprises. Pour 2023, c'était 96. Hein, donc, et le nombre de PSE, donc c'était 402. Donc évidemment, il y en a plus, mais ça, voilà, c'est pas négligeable. Et vous avez des chiffres sur les autres dispositifs. Donc vous avez la GEPP, donc gestion prévisionnelle des parcours professionnels. Donc dans sa version out, on peut faire partir les gens dans le cadre d'une GEPP, par exemple dans le cadre d'un congé de mobilité. Alors, ce n'est pas les 410 accords de GEPP qui le prévoient, mais une partie d'entre eux seulement. Voilà. Enfin, ceci pour dire que ce n'est qu'un des dispositifs qui ont été créés récemment. Avant, il y avait grosso modo que le PSE. Et maintenant, vous avez tous ces dispositifs. Je ne veux évidemment pas rentrer dans le détail de chacun d'entre eux. Alors, ce qui caractérise l'APC, c'est donc c'est la forme actuelle des accords de compétitivité. C'est que c'est effectivement que c'est un outil juridique qui est extrêmement flexible en fait. C'est une auberge espagnole, on en fait ce qu'on veut en tant qu'employeur et en tant que partenaires sociaux. Ça peut être très bien un outil qui est utilisé, donc ça a gardé la même diversité d'usage en fait, hein, par rapport à 2020 ou 2021 quand on avait fait notre étude. Donc, ça peut être un outil qui est utilisé pour faire évoluer le statut collectif, et c'est quand même un usage qui est assez important dans les entreprises. Et je pense que Joseph pourra nous en parler, parce que c'est notamment comme ça qu'ils sont utilisés par Place Alliance pour faire évoluer les termes de l'emploi. Et puis, dans d'autres cas, c'est vraiment plus orienté franchir une mauvaise passe en adaptant, en faisant des efforts, et ou changer des choses qui sont plus structurelles. Et pour les entreprises, c'est là où peut apparaître l'aubaine de l'APC, qui consiste à non seulement réduire le coût de ceux qui restent, mais en plus à se débarrasser d'un certain nombre de personnes qui vont donc refuser l'application de l'APC et qui vont donc être licenciées aux conditions légales de base, donc à un coût assez faible, et avec une protection de l'employeur qui est extrêmement élevée, même s'il y a un petit peu de jurisprudence sur la question. Donc voilà, donc toujours beaucoup de diversité, et ces APC, pour les APC qui défraient la chronique et qui donc peuvent avoir des impacts en termes de licenciement des salariés, ce sont ceux dont on parle le plus, hein, bien évidemment, mais finalement, ce n'est pas les plus nombreux. Voilà, donc alors, donc et pour finir, donc c'est évidemment un outil qui intéresse les employeurs de par sa grande puissance, puisqu'il permet de forcer les contrats de travail. Mais bon, c'est pas forcément utilisé principalement comme un moyen de détourner la législation sur les PSE, même si ça peut arriver. Donc Christian, le dernier point sur Christian, lequel je voulais...
Oui, Je me ouais, per Même si ça peut arriver, je me permets de rebondir là-dessus parce qu'il y a quand même en toile de fond oui, potentiellement la notion de PSE déguisé derrière l'APC parce que, ouais, je reprends oui. l'équation que tu posais quand même, c'est l'effet, il y a un combo gagnant pour l'employeur à faire un APC Ouais, un peu sec. ce Si qu'on tu peux appelle le le double effet préciser. qui se coule. Nous, on appelle ça le double effet qui se coule. C'est pas dans la loi, mais c'est c'est comme ça que ça s'analyse, hein. Vous faites un accord qui est un peu agressif, hein, comme je vous l'ai indiqué, c'est qu'une partie des cas, qui prévoit donc des conditions. Bah, typiquement, il y avait un des exemples que tu montrais dans ta cartographie qui était orienté de cette façon-là. Donc, avec des pertes de pouvoir d'achat qui peuvent être significatives pour les salariés ou une transformation du mix, hein. Donc, et donc, tu vas avoir, en tant qu'employeur, ben, tu vas gagner plus de flexibilité, par exemple, de temps de travail, ou tu vas baisser le coût de ta ressource, humaine. Et en plus, c'est le double effet qui se coule. Alors, c'est intéressant déjà le premier point parce que ça s'applique à tous les salariés. Et le deuxième effet qui se coule, c'est il y en a qui vont refuser. Et donc, ça va te faire de la suppression d'emplois qui dépend de la volonté du salarié, hein. Le salarié lève la main. Euh, et donc, ça te réduit aussi tes coûts de cette façon-là. Donc, il y a eu plusieurs cas qui ont un peu défrayé la chronique. Donc, ça peut être pour un employeur sans trop de scrupules, une bonne façon de gagner pas mal d'argent. Voilà. Mais j'insiste, là-dessus, l'APC, c'est pas que ça. Voilà, et donc c'est aussi des accords qui peuvent être équilibrés et qui peuvent être, tout à fait regardables, sans que ça voilà, à la fois par les organisations syndicales, les salariés et les patrons. Donc c'est pour ça qu'il faut pas dans ce type de négociation, faut y aller, sans a priori. Heu et puis, bah, de toute façon, l'accord ne peut pas exister s'il n'y a pas une majorité d'organisation pour la signer. Donc, ça suppose, en tout cas, voilà, de se poser, de réfléchir, de garder le lien avec les salariés, puisqu'on voit qu'il y a eu plusieurs APC où, même s'il y a des signatures, syndicales, ben, les salariés veulent pas. Donc c'est évidemment, c'est pas très bon pour les élections suivantes. Hem et donc, et ça suppose aussi de se faire entourer, hein. Donc, c'est un dispositif qui prévoit une assistance par l'expert comptable, bien financé, avec un bon accès à l'information. Le problème, c'est que, quand l'entreprise engage une négociation, visant à gagner en compétitivité, visant à adapter les termes de l'emploi, ben, elle ne dit pas a priori que ça va s'incarner dans un APC à la fin. D'abord, elle le sait peut-être pas. Elle imagine peut-être que ça peut être une des issues possibles, mais elle va pas d'abord parler, d'APC, parce que personne ne sait ce que c'est, ni de l'article L2254-2 qui définit, juridiquement comment ça fonctionne. Elle va commencer par parler de: «Ben, ça va mal, qu'est-ce qu'on peut faire? Mettons tout sur la table». Voilà, les organisations syndicales, pardon, sont bon, généralement, enfin, acceptent de discuter, parce que c'est des discussions qui peuvent être assez ouvertes, qui peuvent prendre un certain temps et qui sont moins dans un contexte, pressurisant que les PSE. Donc, et puis à la fin, les organisations syndicales peuvent s'apercevoir que ça prend la forme d'un APC et c'est trop tard pour faire intervenir un expert. Donc, en fait, le conseil qu'on peut vous donner, c'est dès lors que l'employeur vient vous voir en vous disant, «Essayons de réfléchir collectivement à qu'est-ce qu'on peut transformer dans l'entreprise». Voilà, posez-lui, tout de suite la question de: «Est-ce que c'est susceptible de se transformer, de s'incarner en accord de performance collective?» Et si c'est le cas, ben, il faut désigner, enfin, je vous conseille de désigner un expert et de mettre aussi un avocat dans la boucle. Parce que comme vous l'avez constaté, à travers les exemples qui vous ont été communiqués, c'est quand même des processus qui peuvent avoir une issue, qui est regardable, mais et un accord équilibré, mais ça peut être aussi, très casse-gueule et très préjudiciable, aux signataires. Voilà, et aux salariés, bien sûr. Merci Christian. Bah, transition parfaite avec Zoran. Tu parlais
l'intérêt de aussi mettre dans la boucle un cabinet d'avocats. Zoran, toi, tu es associé chez Brie Koskas et associé. Et je parlais, là, il y a 5 ans, on avait parlé de Richebourg, qui a été donc, où il y a un arrêt, la direction s'est pourvue en cassation après avoir perdu en appel en, en, en octobre 2024, de souvenir. Donc, c'était 160 départs, APC considéré comme invalide. En quoi tu considères que la motivation d'un APC va devoir être beaucoup plus renforcée, enfin de plus en plus renforcée pour tenir la route? À toi la parole. Oui, merci Rodolphe. Alors, avant d'en venir, je vois où tu veux en venir, hein, puisque tu veux que j'évoque ici l'arrêt du 10 septembre 2025, qui est venu un peu, j'allais dire, remettre l'église au milieu du village s'agissant de la motivation des APC. Mais juste un point quand même en introduction sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai que dans les APC, il y a une grande diversité. Et c'est vrai que en matière d'APC, enfin, les experts, les avocats, nous, on n'est pas là pour juger. Et puis, c'est aux organisations syndicales d'évaluer, d'étudier et d'apprécier si l'accord a un intérêt ou pas. Bon. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, quand même, l'APC, il y a 2 conséquences qui sont majeures, fondamentales, importantes, qu'il faut rappeler, même si on a maintenant tendance à considérer que c'est comme ça. Bon, le premier point, c'est effectivement, ça va impacter le contrat de travail. On brise le contrat de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut revenir sur les avantages contractuels. Bon, ce qui n'est pas rien. Et quand je dis contractuel, ça peut aussi, dans certains cas, être des avantages conventionnels. Bon. Donc, alors, il peut y avoir des contreparties, certes, mais il s'agit tout de même de toucher à l'économie du contrat, ce pourquoi vous avez été embauché. Le deuxième impact, qu'on a tendance parfois un peu à sous-estimer et à passer sous silence, c'est que le salarié qui refuse la modification du contrat de travail, il est privé des garanties du licenciement pour motif économique, des garanties essentielles. C'est aussi ça la conséquence de l'APC, c'est priver le salarié des dispositifs du licenciement économique. Et quand je dis licenciement économique, l'élément principal, c'est le droit au reclassement. Donc, compte tenu effectivement de ces 2 impacts, on assiste effectivement depuis quelques années, 2-3 ans, même s'il n'y a pas beaucoup de contentieux en la matière, on voit que par touche, comme ça, la jurisprudence est venue un peu rétablir, j'allais dire, l'équilibre, en tout cas renforcer les garanties liées à la conclusion de ce type d'accord. Alors, une fois encore, il n'y a pas suffisamment, à mon sens, d'APC conclus pour donner lieu à un contentieux pléthorique de la Cour de cassation en la matière, mais tu as cité effectivement une première décision dans le dossier d'Erich-Cherbourg. Il y a aussi 2 décisions qui ont été rendues par la Cour d'appel de Nancy, qui est venue d'ailleurs apporter des précisions sur les garanties en matière de négociation lorsque l'entreprise compte moins de 50 salariés, et notamment sur l'obligation de réaliser une véritable concertation avec les salariés sur la négociation de l'accord. Cette même Cour d'appel de Nancy en 2023 qui est venue dire qu'un APC, on peut faire beaucoup de choses avec, mais ça ne doit pas frauder aux règles du licenciement économique, c'est-à-dire que ça ne doit pas aboutir à des suppressions d'emplois. C'est toujours mieux de le rappeler. Donc, des garanties procédurales, des garanties sur les conséquences, et aujourd'hui, les conséquences, enfin des garanties en termes de motivation. En termes de motivation, pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde le texte, les exigences en termes de motivation, elles sont quand même très légères, très light. En gros, on dit quoi? On dit que le préambule doit définir les objectifs poursuivis par l'APC, et ce même texte doit vous dire les objectifs, c'est la nécessité liée au bon fonctionnement de l'entreprise, le maintien ou la préservation de l'emploi. Bon, préservation ou le développement de l'emploi, pardon. Donc, c'est
particulièrement léger, mais pas dans l'absolu, particulièrement léger par rapport aux impacts sur, un, le contrat de travail, deux, sur les droits des salariés et leurs droits au reclassement. De sorte que la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 septembre 2025, est venue, là encore, apporter, à mon sens, une garantie supplémentaire pour le salarié en expliquant quoi? En expliquant déjà qu'un licenciement qui intervient sur le fondement d'un accord de performance collective, déjà, le juge, il doit avoir un premier contrôle qui doit s'opérer, qui est que le licenciement doit s'opérer en application d'un accord qui lui-même doit définir les objectifs. Bon, ça, c'est le premier niveau de contrôle. Et la Cour de cassation, et c'est là que c'est important, dit que le juge, en cas de difficulté, en cas de contentieux, doit opérer un deuxième niveau de contrôle. Ce deuxième niveau de contrôle, c'est quoi? C'est s'assurer que les objectifs qui ont été définis par l'accord procèdent d'une cause réelle et sérieuse. Ça veut dire que, pour parler français, ça veut dire que les objectifs qui sont définis par l'accord doivent pouvoir être matériellement vérifiables. Et non seulement ils doivent être matériellement vérifiables, ça c'est la cause, on va dire, c'est le côté réel de la cause du licenciement, mais ce licenciement doit aussi avoir une cause sérieuse, c'est qu'en cas de contentieux, le juge doit vérifier si l'accord est nécessaire aux objectifs qui sont poursuivis par l'employeur. Donc, l'employeur doit établir un lien entre, d'une part, les objectifs qu'il poursuit et, d'autre part, la signature de l'accord. En quoi l'accord permet de développer l'activité? En quoi l'accord permet-il de maintenir l'emploi? Voilà le degré d'exigence que la Cour de cassation impose aujourd'hui aux employeurs lorsqu'ils entendent signer ce type d'accord. Alors, la question, c'est pourquoi? Pourquoi la Cour de cassation est venue encadrer ce type d'accord de cette façon? Il y a trois motifs. Le premier, c'est évidemment le fait que la France est tenue par des conventions internationales, et d'ailleurs, le texte est cité dans l'arrêt de la Cour de cassation, la Convention UT numéro 158, qui, en matière notamment de rupture du contrat pour un motif qui n'est pas inhérent à la personne du salarié, nécessite que le salarié puisse être informé valablement des motifs de la rupture. Mais il n'y a pas que ça. À mon sens, à travers cette décision, il y a aussi le fait de dire, mais attendez, compte tenu des impacts, une fois de plus, j'insiste sur ce point parce que c'est un élément à mon sens fondamental, compte tenu des impacts de ce type d'accord sur les contrats de travail, sur le contrat de travail des salariés, compte tenu du fait que les salariés ne seront pas licenciés pour motif économique et qu'ils seront donc privés de toutes les garanties liées au licenciement pour motif économique, la moindre des choses, la moindre des politesses, entre guillemets, c'est que le salarié puisse avoir une connaissance précise des motifs qui ont conduit, des objectifs précis, qui ont conduit à la rupture de son contrat de travail. Et puis, le dernier élément, c'est qu'il ne faut pas non plus négliger, c'est que, vous le savez, lorsque l'employeur porte à la connaissance du salarié l'APC et qui lui demande de se positionner sur son accord ou pas, le salarié doit réfléchir en toute connaissance de cause. Et pour pouvoir donner son accord ou son refus en toute connaissance de cause, comme dans tout contrat d'ailleurs, il doit avoir tous les éléments d'information possibles et nécessaires. Et l'un des éléments, j'allais dire, indispensables pour se positionner sur le fait de savoir est-ce que j'accepte ou pas la modification de mon contrat de travail, de mes horaires, de ma rémunération, de mon de travail, de mes qualifications. Le premier élément, c'est quels sont les objectifs qui sont poursuivis lorsqu'on me demande de renoncer à ces différents éléments. Donc, effectivement, cet arrêt vient, une fois de plus, remettre un peu l'église au milieu du village, remettre un peu de garantie procédurale là où le texte était particulièrement léger en la matière,
de sorte que c'est une évolution, à mon sens, importante de la jurisprudence sur la question des APC. Zoran, merci. Je t'invite, si tu peux, peut-être mettre le lien vers l'arrêt dont tu parles, peut-être dans le chat. Et moi, je te relance sur le fait, en quoi, par rapport au PSE, où quelque part, on va avant tout négocier les conditions de départ et les conditions pour ceux qui restent, mais on ne va pas négocier la stratégie, le diagnostic sur où on en est et qu'est-ce qu'on peut faire. En quoi l'APC, c'est peut-être justement l'occasion de bosser là-dessus, d'être avec l'occasion d'avoir un diagnostic sur où on en est et qu'est-ce qu'on peut faire, ce qu'on peut moins faire avec un PSE. Est-ce que ce n'est pas aussi une opportunité de l'APC, ça? Est-ce que c'est une opportunité de l'APC? Alors, je ne sais pas si je suis le plus à même de pouvoir répondre à cette question. Je n'ai pas l'impression que, une fois de plus, la Cour de cassation, dans cet arrêt, c'est une obligation, elle impose une obligation de motivation. Après, sur le partage du diagnostic, est-ce que véritablement les organisations syndicales, au stade de la négociation d'un APC, négocient véritablement sur la stratégie de l'entreprise ou peuvent impacter sur la stratégie ou sur le diagnostic? Ça, je suis un peu plus dubitatif en la matière. De sorte que dire que l'APC, ça serait quand même une évolution par rapport au PSE, parce que le PSE, on informe et consulte, et puis finalement, circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. On a informé, consulté, on donne notre avis, on est pour, contre, on s'abstient. Mais est-ce que l'APC change quelque chose en matière de diagnostic partagé? Je suis pas certain, je suis pas persuadé. Très bien, on va le voir avec les élus ici présents qui vont nous expliquer en quoi peut-être, oui ou non, il y a eu un partage, un diagnostic partagé ou l'esquisse de ça ou pas du tout. Très bien, merci. N'hésite pas comme Christian à intervenir. Et donc, ouais, si tu peux peut-être mettre des ressources par rapport aux arrêts dont tu as parlé dans le lien, je pense que ça peut peut-être servir dans le chat, ça peut être utile. Voilà. Alors, Romain, est-ce que tu nous entends, Romain? Oui, très bien. Ouais, super. Alors, Romain, toi, tu es le délégué central CGT chez Michelin. Et donc, chez Michelin, donc on ne te voit pas parce que tu es en voiture, tu es en direction du site d'Avalon, qui est, je crois, c'est Pneus Laurent, où là, il y a un autre APC, on pourra en reparler, mais cette fois, c'est dans le cas d'une fusion-absorption, où le groupe met un APC dans la boucle. Mais là, ce dont on va parler en premier lieu, c'est l'APC du site de Troyes. L'usine de Troyes qui fait des pneus pour l'agriculture, hein, si je ne me trompe pas, des gros pneus. L'usine de Troyes, c'est à peu près 650 salariés à Troyes. Et donc, il y a un APC qui a été signé en juin par la CFDT, la CFE, CGC, EFO, je crois, ou CFTC, excusez-moi. En tout cas, pas par la CGT. Et donc, Romain, ça sera intéressant de t'entendre sur pourquoi vous n'avez pas signé, quand bien même, et ça, quand bien même, toi, tu es au niveau central. Donc, par contre, la déléguée centrale, la déléguée CGT sur le site a quand même bien eu la pression pour signer parce que il y a une indemnité supralégale qui est proposée dans le cadre de cet APC qui est équivalente à ceux des PSE de Michelin, des derniers PSE de Michelin. Donc, ça tient vraiment la route à ce niveau-là. Et donc, il y a des gens qui voulaient en profiter pour partir. Et donc, la déléguée CGT a eu la pression. Et pour autant, vous avez décidé de ne pas signer parce que pour toi, en gros, je la fais courte à ma façon, ça ne va pas changer le public et que ce n'est pas l'APC qui est la solution et que la solution, elle est ailleurs. À toi. Ah oui, bonjour à tous. Oui, oui. Après, aujourd'hui, chez Michelin, on va fleurir des PSE, des APC de partout. Aujourd'hui, l'APC 3 avait pour objectif de supprimer les équipes de fin de semaine. Et en même temps, ils ont mis aussi un APC sur les salariés qui travaillaient la semaine et qui venaient travailler le dimanche.
Donc aujourd'hui, les salariés qui n'ont pas accepté leur modification de contrat sont partis ou vont partir avec l'APC. Donc aujourd'hui, l'APC du site de Troyes est un PSE déguisé, hein, comme j'ai pu entendre tout à l'heure, hein. Aujourd'hui, voilà, Michelin a compris que les PSE, c'était de plus en plus difficile, hein. On l'a vu sur le site de Vannes, on l'a vu sur le site de Cholet, sur lequel leur PSE a quand même été refusé. Donc aujourd'hui, ils ont trouvé d'autres alternatives. Donc l'APC qui aujourd'hui est moins contraignante pour l'entreprise. Donc, mais malheureusement, aujourd'hui, chez Michelin, on se heurte à des syndicats qui signent tout. La CFDT, la CFE, aujourd'hui, dès qu'on parle de PSE, aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'aller en négociation parce qu'on sait qu'au final, ils vont apporter leur signature. Mais aujourd'hui, ces syndicats ne pensent pas au futur et ne voient pas que Michelin, en faisant ça, supprime des postes à tour de bras en France et que bientôt, l'industrie française, en tout cas l'industrie française pour Michelin en France, va disparaître. Voilà, aujourd'hui, oui, notre déléguée sur le site de Troyes voulait signer la PC parce que elle avait eu la pression des salariés qui étaient contents de ce qui était proposé dans la PC. Mais aujourd'hui, si on écoute tous les salariés, on signe tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on doit rester sur nos principes, sur nos valeurs et défendre ce que la CGT a toujours défendu. Donc aujourd'hui, nous, on est là pour le maintien de l'emploi, pour la sauvegarde de l'emploi. Et signer un APC ou signer un PSE, aujourd'hui, c'est contre les valeurs de la CGT. Après, que les autres syndicats n'aient pas les mêmes valeurs que nous, bon, c'est tant pis, hein. Et aujourd'hui, quand on est syndicaliste, on doit défendre l'emploi et on doit surtout pas être le bras droit de l'entreprise pour supprimer des emplois et pour que cette entreprise-là fasse de plus en plus de bénéfices et en reverse de plus en plus aux actionnaires. Alors Romain, je pense qu'il y aura de la nuance, que Jennifer et Valérie ne manqueront pas à apporter de la nuance sur le fait qu'elles ne sont pas forcément des bras droits de la direction. Mais alors, Romain, je te relance sur le fait, est-ce que ça veut dire si vous n'avez pas signé, si la direction avait été capable de s'engager sur des volumes de production, parce que l'usine de Troyes en question, elle est en sous-charge de 50%, c'est la réalité. Ce qui explique pourquoi la direction veut faire passer l'équipe de week-end en semaine. C'est ça le sujet. Tu parlais de départ, je fais vite fait la photo. Il y a 143 personnes qui sont considérées, qui sont concernées par cet APC. Il y en a 66% qui ont décidé de rester dans l'entreprise et 33% qui ont décidé de quitter, prendre le ticket, le guichet de départ. Est-ce que, pour revenir à ma question, est-ce que si vous aviez eu, a priori, vous n'avez pas eu les engagements que vous attendiez en termes de volume pour augmenter les volumes de prod sur 3, qui est une usine, et Valérie et Jennifer pourront le préciser, qui fonctionnait bien jusqu'à il y a peu de temps, qui était encore une usine qui était assez performante. Donc, a priori, vous n'avez pas eu l'assurance des gains, enfin des volumes de production. À toi. L'usine de Troyes, ça fait quand même quelques années qu'elle est en difficulté. Aujourd'hui, le marché agricole est inondé aussi par nos concurrents. On a un concurrent direct le plus gros concurrent direct qui s'appelle BKT. BKT, avec les normes, avec les taxes que va mettre ou que veut mettre Trump, aujourd'hui, BKT, qui est une entreprise indienne, n'ira plus vendre aux États-Unis et donc du coup va émerger le marché européen. Aujourd'hui, nous, oui, on n'a pas eu les garanties sur les volumes, mais aujourd'hui, nous, c'est pas les volumes, ça compte, bien sûr que ça compte. Mais aujourd'hui, nous, on veut les garanties sur les maintiens d'emplois. Aujourd'hui, on n'a aucune garantie sur le maintien des emplois à Troyes. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'un APC a été signé par des syndicats qu'aujourd'hui, on assure la pérennité de ce site. Aujourd'hui, on n'a aucune garantie que le site de Troyes ne va pas fermer dans quelques mois ou dans quelques années. Aujourd'hui, moi, j'aimerais quand même qu'il y ait un syndicat qui me dise que oui, on a signé la PC pour garantir la pérennité du site. Écoutez, je pense qu'ils se sont trompés. Voilà, aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin. Les volumes, bien sûr que ça compte, comme je dis, mais aujourd'hui, la priorité pour la CGT, c'est aussi le maintien d'emploi. Et aujourd'hui, la PC va permettre de réduire les effectifs d'environ 150 personnes sur le site de Troyes. Et c'est une APC jumelée aussi à la GEPP qui est en cours sur les sites Michelin France. Donc aujourd'hui, voilà, la PC 3 ils ont été obligés de le faire parce qu'on perd en volume. Mais par contre, pourquoi on perd en volume? Parce que derrière,
nos concurrents fabriquent des pneus moins chers et presque d'aussi bonne qualité, mais aussi parce que les pneus Michelin sont de plus en plus chers et qu'aujourd'hui, nos clients ne peuvent plus acheter et se tournent vers la concurrence. Aujourd'hui, c'est juste un choix stratégique de Michelin de vendre plus cher pour faire de plus en plus de bénéfices, donc de plus en plus de marge. Ok, merci Romain. Je vais passer la parole à Valérie. On va garder en magasin en fonction du temps qui nous restera parce que je pense que c'est plus intéressant de parler quand même de l'APC sur le 3 parce que sachant qu'il y en a un autre sur là où tu vas, sur Pneu Laurent qui concerne donc une fusion-absorption qui a une autre logique, mais sachant que Pneu Laurent est également en sous-production, mais on en parlera si on a le temps. Par rapport à ce que tu viens de dire, je pense que c'est intéressant de faire rebondir Valérie. Donc Valérie Dossin. Toi, tu représentes la CFE-CGC chez Michelin. Vous êtes signataire. Vous n'êtes pas forcément bras droit, je ne sais pas. Et donc, comment tu appréhendes la signature de la CFE-CGC de cette APC et notamment, on regarde la stratégie, les volumes et de l'emploi et la pérennité du site, en sachant que ce n'est pas la solution miracle, vous en êtes bien conscient, et que la situation, elle n'est pas géniale, compliquée, mais voilà. Quelle est l'équation que vous avez à gérer? Bon, alors tu nous as dit qu'on allait parler d'un sujet casse-pattes. Effectivement, je pense que c'est un sujet compliqué et je vais essayer d'être nuancée. Et ce n'est pas facile d'être nuancée. Je pense que c'est même sans doute le plus difficile. Parce que comme l'a dit Zoran tout à l'heure, il y a une grande diversité dans les APC. Donc, on va parler de celui de 3, mais j'aimerais bien aussi vous parler de celui qu'on est en train de travailler à Vallon et de 2 autres qu'on a signés par le passé. Alors, A3, comme Romain l'a dit, c'est un APC qui porte sur la suppression du travail le week-end pour les salariés donc qui travaillent le samedi et le dimanche. 3, il faut savoir que c'est une usine qui est en difficulté depuis plusieurs années. Il y a 650 salariés. C'est une usine qui fait des gros pneus agricoles, donc des pneus qui vont coûter cher. On a la vente des pneus qui a chuté depuis quelques années à cause de la guerre en Ukraine, à cause de l'impact des tarifs douaniers et des incertitudes macroéconomiques. Donc, structurellement, c'est une usine qui est en difficulté. Les volumes baissent. Pour vous donner un ordre de grandeur, en gros, l'usine, elle a une capacité de 40 000 tonnes et en 2025, elle va en produire 20 000. Donc, vous vous rendez bien compte que c'est une usine qui est en difficulté. Donc, forcément, l'entreprise vient nous voir et nous dit, écoutez, comment on fait ? On a des salariés qui travaillent le week-end. Le fait qu'ils travaillent le week-end alors que cette usine, finalement, elle a moins de besoins, ça augmente le coût de façon, ça augmente le coût de revient. Et en fait, les équipes jour, elles suffisent pour faire la production. Alors, est-ce que c'est un PSE déguisé ou est-ce que c'est un moyen de sauver l'usine ? Nous, on croit que c'est un moyen de sauver l'usine. Donc, l'entreprise, elle est venue en nous proposant 2 choses. Un APC pour les équipes du week-end. Donc, c'est à peu près 79 personnes. Et puis, un accompagnement à la mobilité interne et externe, une GEPP. Alors, nous, on a étudié vraiment attentivement l'APC. On considère que le package qui était proposé, c'était un package qui était vraiment bon et intéressant pour les salariés. On leur a posé la question à nos salariés aussi, parce que nous, on travaille étroitement, notre délégué syndical sur place, c'était un manager. Il se trouve que c'était un manager du week-end, donc il connaît très, très bien la situation. Et finalement, dans les 79 personnes qui travaillaient le week-end, il y en a 75 qui étaient éligibles. Il y en a 17 qui ont refusé l'APC, 14 qui ont pris un congé de mobilité. Bon, alors, comme Romain l'a dit, il y a aussi des personnes, et là, je n'ai pas encore les chiffres définitifs, qui travaillaient en 3-8, mais qui travaillaient la nuit le dimanche, et ils ont encore jusqu'à mars pour se décider, donc je n'ai pas les chiffres définitifs. Mais globalement, l'APC, ça a bien fonctionné. Et pour vous donner un exemple concret, notre délégué syndical, qui était un responsable, un manager, il avait 25 personnes dans son équipe. Aujourd'hui, il lui en reste 4. En fait, tous les autres sont partis en se disant que, comme ils étaient mobiles, ils avaient l'âge, l'envie, les conditions personnelles suffisantes pour partir. Donc, nous, on a signé parce qu'on considère que c'était une décision raisonnable, que c'était le moyen de sauver cette usine. Voilà, donc, contrairement à ce que disait Romain, j'ai entendu Romain tout à l'heure qui disait qu'on ne pensait pas au futur. En fait, si, on pense au futur, parce qu'on se dit une usine qui structurellement a perdu autant de volume, soit on fait un PSE, on la ferme,
et c'est une catastrophe pour tout le monde, soit on essaie de la sauver en réduisant le coût de revient industriel. Et ça, c'est supprimer les gens qui travaillent le week-end, mais en leur offrant un bon package et en leur demandant s'ils sont d'accord. Aujourd'hui, Romain dit qu'il est sur la route là, pour aller à Avallon. Moi, je vais bientôt prendre le train aussi. On a un 4e APC potentiel. C'est pour la fusion-absorption de l'usine de pneus Laurent à Avallon avec la manufacture française des pneumatiques. Alors, Christian, tout à l'heure, nous a dit que parfois, l'entreprise ne propose pas un APC dès le démarrage. Alors, nous, Michelin, dès le début de la négociation, nous a parlé d'APC. Et d'ailleurs, je dois vous avouer qu'on a tous été étonnés en intersyndicale. On a même signifié très fermement à Michelin qu'on ne comprenait pas pourquoi encore un APC, puisque pour nous, on était en train de négocier une fusion-absorption. Et l'entreprise nous a répondu que c'était le moyen de simplifier finalement le changement de contrat et la fusion. Donc, on écoute. Par contre, on est très vigilant parce qu'on ne voudrait pas que ce soit le dernier outil de négo à la mode, que Michelin nous sorte des APC en permanence. Aujourd'hui, sur Avallon, ce qu'on nous dit, c'est dans le cas d'une fusion-absorption, ça va permettre de simplifier les process, de mettre à jour les systèmes d'information qui sont très obsolètes à Pneus Laurent. Ça peut donner des passerelles pour les salariés entre Pneus Laurent et MFPM et ça devrait permettre de baisser le coût de revient industriel et de simplifier les façons de travailler. Parce que Pneus Laurent, c'est aussi une usine qui est en difficulté. C'est une usine qui fait des pneus rechappés. Aujourd'hui, le site il est chargé à moins de 45%. Donc, on est tout à fait conscient que cette fusion-absorption, c'est un moyen de sauver, entre guillemets, des emplois en s'intégrant à la manufacture française. Et on est vigilant. Et le mot APC nous a tout de suite fait peur. On s'est dit, oh, attention. Donc, on a fait une intersyndicale. L'entreprise nous assure que c'est juste pour simplifier le travail. Et je vous disais tout à l'heure que les APC, c'est quelque chose de très divers. Donc là, on en est au 4e chez Michelin. On en a eu 2 avant, dont on n'a pas encore parlé. On en a eu un en 2020 qui concernait 5 personnes. C'était à Fontanges, c'est un circuit d'essai. Et Michelin, là, voulait travailler la mobilité des gens. Je crois qu'on a une personne qui a quitté le groupe. Et donc, nous, on l'a signé parce qu'on trouvait que c'était un bon package. En 2021, on a eu la fusion de Michelin Travel Partner. Donc, en gros, c'est les cartes et guides qui sont entrés dans la manufacture française. Donc, là aussi, l'entreprise l'a fait sous la forme d'un APC qu'on a signé. Tous les salariés sont restés dans la filiale, dans l'entité. Donc, maintenant, ils font partie de la manufacture française des pneumatiques Michelin. Donc, 4 APC et 4 situations vraiment complètement différentes, en fait. On a de la fusion-absorption, on a un site en difficulté, on a une fermeture avec Fontanges. Donc, c'est compliqué d'avoir une ligne guide très, très claire. Nous, on n'est pas dogmatique. On se dit que ça dépend. Et pour moi, au-delà de l'APC, il y a un dilemme auquel nous, on est confrontés chez Michelin au quotidien. Et je pense que Romain en a un peu parlé. On pense au futur. C'est compliqué parce qu'on est dans une entreprise où il y a eu un profit warning récemment. Et pourtant, notre entreprise va bien. On a un taux une marge opérationnelle à 11%. On va faire des profits records. On a un cash flow qui va être à plus d'1,5 milliard. Donc, on est une entreprise qui va bien. On a fermé néanmoins 2 usines, Vannes et Cholet, avec un PSE, parce qu'elles n'étaient pas assez rentables. Et pour les élus, c'est hyper compliqué, parce qu'on se dit l'entreprise va bien, mais elle fait un profit warning. En même temps, on voit bien, on n'est pas idiot, que nos ventes, elles baissent. On voit bien sur la route, on a des commerciaux qui nous font des retours et qui nous disent on a de plus en plus de mal à vendre les pneus Michelin. Ils sont chers. Donc, nos volumes baissent dans les usines. On n'a pas d'usine chargée à 100%, loin de là. Donc, nous, on se dit, on fait quoi? Michelin nous propose, nous dit, il va falloir travailler ensemble parce que les usines ne vont pas bien, parce que même si on a un bon taux de rentabilité, néanmoins, les ventes s'érodent. Et là, Michelin nous propose quoi? Un APC. Et il nous dit, c'est le moyen de négocier, c'est le moyen de sauver des emplois.
Et je vous avoue que c'est compliqué, hein, parce que signer, pas signer, sauver des emplois, se dire que peut-être signer un APC comme on l'a fait à Troyes, c'est le moyen de sauver une usine pour plusieurs années. Est-ce qu'on prend la bonne décision? C'est compliqué de le savoir. Alors nous, on se retourne vers l'employeur et on lui dit, OK, ça peut permettre de sauver des emplois, mais attention, toi, Michelin, tu as aussi une responsabilité sociale. Toi, Michelin, tu dois maintenir l'emploi en France, tu dois maintenir l'emploi. Les salariés ne doivent pas être une variable d'ajustement et on ne doit pas considérer qu'on peut faire des APC pour changer le contrat de travail, baisser les rémunérations. Néanmoins, on n'est pas naïf et on voit bien que le contexte macroéconomique, il est compliqué. Entendu. Le point que je voudrais que vous reteniez, c'est cette espèce de dilemme qui va au-delà de l'APC, en fait. Merci Valérie. Zoran, peut-être un rebond sur le fait que Valérie le disait, oui, on nous sert l'APC à toutes les sauces. Et par exemple, dans le cadre d'une harmonisation, dans le cadre d'une fusion-absorption, Zoran, tu m'expliquais qu'il y avait d'autres leviers. Par exemple, si tu peux peut-être étayer ça. Non, alors, juste avant, c'est que pour rebondir sur ce que vient de dire Valérie, oui, le dilemme, je suis d'accord, mais ce dilemme, il existe depuis, les arrêts Bosch qui ont précédé, les accords Bosch dans l'entreprise Bosch qui avaient fait un grand bruit à l'époque où les APC n'existaient, n'étaient même pas au stade du rêve, où en fait on faisait, on appelait ça les accords, le chantage sur l'emploi. En réalité, on disait soit vous acceptez une diminution de vos droits, soit on ferme et on vous licencie. Oui, effectivement, c'est une grande responsabilité, c'est le dilemme, mais il faut, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vraiment très, très compliqué et que je suis tout à fait d'accord, on ne peut pas avoir position dogmatique là-dessus. Alors, après, sur la question des fusions-absorptions et sur l'harmonisation, l'APC, on peut passer par l'APC, mais l'APC, c'est fait pour quoi? C'est fait pour harmoniser les contrats de travail. Parce que si on veut harmoniser le statut collectif, on peut passer par un accord collectif. Et en cas de fusion-absorption, il y a des mécanismes, il y a la mise en cause, et puis il y a l'obligation de renégocier un statut. Donc, il n'y a pas de nécessité et d'obligation de passer nécessairement par un APC pour harmoniser le statut on va dire le statut collectif au sein de l'entreprise. Par contre, si on veut effectivement harmoniser, et encore, faut s'entendre sur le mot harmoniser, si on veut définir des règles contractuelles qui soient identiques pour tous les salariés à l'occasion de ce type d'opération, effectivement, l'APC, ça constitue la voie la plus simple, parce que sinon, l'autre voie, c'est quoi? C'est la proposition de modification du contrat pour motif économique, mais ça implique derrière des conséquences qui sont plus importantes, j'allais dire. Impacter le contrat de travail, c'est important, mais derrière, il y a, en cas de proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, derrière, la conséquence, c'est potentiellement des ruptures du contrat pour motif économique, un licenciement pour motif économique et un PSE. Donc là aussi, ça confirme la complexité des choix qui doivent être opérés par les organisations syndicales dans ce type d'opérations et de situations. Merci Zoran. Parole à Jennifer. Alors le temps tourne, excusez-moi. Hop là. Alors Jennifer, hop. Donc toi, tu vas nous éclairer avec un point de vue fédéral. C'est intéressant. Vous voyez circuler des négociations en cours. Donc la première question que je te poserai, c'est comment vous voyez un peu ce qui circule et comment l'autonomie l'autonomie que vous accordez à vos délégués sur le terrain pour signer ou ne pas signer des APC, et référence par exemple à Bridgestone, c'est en 2020, si je ne me trompe pas. 2019, où vous n'avez pas signé, donc on est bien dans le caoutchouc, à Béthune. On vous a mis dans la boucle un APC, vous avez refusé de le signer, et ça s'est soldé par un PSE et une fermeture. Et parce que pour vous, l'APC, il n'était pas dans une logique de pérennité, justement, peut-être il amenait au PSE forcément, donc vous n'étiez pas signataire. Donc,
position, il n'y en a pas une figée, mais votre approche de l'APC du côté fédéral, du côté de la Fédération Chimie-Énergie. Bah, écoutez, bonjour à tous hein, déjà. Et pour répondre à ta question, bah, pour la Fédération Chimie-Énergie, on n'a pas d'avis arrêté. En fait, on n'est pas contre les APC. Hein. Il ne vous aura pas échappé que la CFDT est un syndicat réformiste, donc on n'aura pas un avis absolument tranché sur la question. Nous, on est pour les négociations. Donc aujourd'hui, les employeurs viennent nous chercher et ils nous disent, voilà, on a un souci, il faut qu'on se mette autour de la table, il faut qu'on trouve une solution. Maintenant, il faut qu'on soit au plus près de la réalité. Tu demandais l'avis qu'on va donner aux négociateurs dans les entreprises. On ne va pas donner un veto, on ne va pas donner quitus. Qui mieux que les équipes syndicales sur le terrain pour négocier les APC? Ils connaissent leur entreprise, ils connaissent le terrain, ils sont directement en lien avec la direction. Nous, notre rôle en tant que fédération, c'est de les accompagner, c'est de les former, c'est d'être en partenariat avec des cabinets d'avocats, avec des cabinets d'expertise. Les conseils qu'on va donner, bien évidemment, et je reviendrai sur ce qu'a dit Zoran tout à l'heure, c'est attention au préambule. Il faut vraiment qu'on connaisse parfaitement quel est l'objectif final de l'entreprise finalement. Et ce n'est pas un objectif qui va se donner comme ça à la petite semaine. Non, on veut des chiffres, on veut comprendre et c'est bien pour ça qu'on demande, enfin qu'on dit, qu'on conseille aux équipes de se faire accompagner en passant par un accord de méthode, par exemple, pour mettre en place un accompagnement par un expert et qui soit pris en charge à 100% par l'employeur. L'avantage d'être assisté par un expert, c'est d'avoir la vision vraiment micro sur des petites choses sur lesquelles les élus n'ont pas forcément le recul nécessaire pour se faire une opinion. Et aujourd'hui, oui. Jennifer, excuse-moi de te couper, mais je rebondis sur une question qui est posée par Albert dans le chat qui dit, qui parle de le côté urgence. Et quand on a cadré, tu m'expliquais que c'était peut-être un frein, ça, que souvent, l'APC, les directions vous le mettent sur la table avec une notion d'urgence. Et ça va très vite, en fait. On vous demande d'aller très vite. Et donc, ce n'est pas forcément compatible avec ce que tu dis, accord de méthode et recours à un expert. C'est ça, mais en fait, il est urgent de prendre son temps, hein, j'ai envie de dire, parce que j'ai oublié ton nom, là, le représentant de chez Sextant, qui nous disait des fois, effectivement, l'employeur vient en disant « Ah là là, ça va mal, il faut qu'on discute, il faut qu'on trouve des solutions, l'entreprise va fermer. » Bon, ok, on entend, on prend compte. Mais maintenant, il faut qu'on ait quelque chose de précis et il faut qu'on ait les éléments nécessaires et suffisants pour que nous, en tant que CFDT, on puisse faire des propositions et qu'on puisse donner un avis éclairé sur ces accords-là. Aujourd'hui, il va falloir effectivement mettre en place un accord méthode. On nous dit ça va mal. Alors, c'est quoi ça va mal? Ça va mal comment? C'est quoi le but? Est-ce que le but, c'est de diminuer la masse salariale? Est-ce que le but, c'est de réparer un écart structurel qui va faire que l'entreprise ne fonctionne pas de manière optimale? Et là, à ce moment-là, on va voir quelle est la solution la plus adaptée. Parce que l'APC, c'est une chose, et je reviendrai sur Avalon notamment, hein, toutes les organisations syndicales ont dit qu'à Avalon, c'était bien une fusion-absorption. Je reviendrai sur ce que disait Valérie, effectivement, est-ce que c'est la solution adaptée? Pour l'instant, il n'y a absolument pas un avis tranché sur l'APC, et effectivement, il y a eu un mouvement de recul des organisations syndicales sur l'APC, parce que ce n'est peut-être pas la solution nécessaire. Aujourd'hui, les conventions collectives mettent en place, dans certaines conventions collectives là, de notre fédération, certaines branches ont signé des accords APLDR, hein, l'accord
d'activité partielle de longue durée rebond, qui met en place en face des garanties de formation des salariés, qui met en place pas mal de choses en fait qui permettent d'avoir des garanties pour les salariés. Et ça, il faut que les entreprises s'en saisissent. Il faut que les employeurs, ils entendent qu'il y a plusieurs solutions et qu'il faut trouver celle qui soit le mieux adaptée au problème qui est rencontré par l'entreprise. Et on aura aussi, nous, on a, j'ai envie de dire, des exigences, on peut appeler ça des exigences, c'est-à-dire que quand l'employeur il dit bah, écoutez, il faut qu'on négocie un APC parce qu'il faut vraiment qu'on partage les efforts pour que l'entreprise aille mieux, il faut que les salariés fassent des efforts, oui, mais il faut que les efforts soient partagés. Il faut que les efforts soient partagés avec les dirigeants, avec les mandataires sociaux, avec les actionnaires. Ça, c'est une nécessité. Aujourd'hui, on ne peut pas demander que aux salariés de faire des efforts. Jennifer, oui. il y a un point, quand on a cadré, tu m'expliquais que toi, vous portais l'idée d'une approche globale. Tu parlais d'APLD et tu penses aussi que, et c'est le cas chez A3, l'articulation, par exemple, entre l'APC et la GEPP, et qu'en amont, d'avoir la notion de parcours professionnel qui soit clairement intégrée dans la boîte, avec notamment incrémenté par une GPP qui tienne la route, c'était quand même un socle assez pertinent pour pouvoir ensuite décliner un APC potentiellement. Ça s'articulait, quoi. Justement, j'allais y venir parce que s'il y a une chose sur laquelle il faut vraiment qu'on s'arrête, c'est de prendre en compte toutes les freins et les opportunités des salariés à titre individuel. Ça, il n'y a aucune négociation et c'est bien pour ça que ce sont bien les équipes syndicales en local qui sont les mieux placées pour négocier. C'est qu'il faut que les salariés soient informés, soient consultés. Ça a pris du temps à Troyes pour consulter tous les salariés et ça a été très bien fait. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils ont mis en place plusieurs solutions à Troyes. Ils ont proposé plusieurs solutions. Donc, soit on part avec justement la GEPP et donc un congé de mobilité volontaire, soit on partait avec une rupture de contrat et avec des dispositions équivalentes à celles des PSE de Vannes et de Cholet, et soit on restait, et dans ces cas-là, il y avait le rachat des écarts de salaire, il y avait des primes selon l'ancienneté, et ça a été tellement bien. Ça a été tellement bien pris en compte qu'il y a eu des propositions, et c'est bien pour ça que la CFDT, les équipes chez Michelin à la CFDT ont décidé de signer cet accord. Il y avait aussi des primes garde d'enfants, des primes achat d'un deuxième véhicule. Pourquoi? Parce qu'on a été voir les salariés, qu'on a écouté ce dont ils avaient besoin, qu'on l'a retransmis, que les équipes syndicales en local ont bien retransmis ça à la direction et que ça a été entendu. Donc, il ne s'agit pas de dire non, non, on ne veut pas d'APC. Aujourd'hui, Troyes, s'il n'y avait pas eu cet accord, Troyes était condamné. Troyes était condamné sous peu. Aujourd'hui, j'entends ce que disait Romain de la CGT tout à l'heure. On n'est pas devin, on ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans. Mais si je prends l'exemple de Bridgestone en 2019, et c'est là et toute l'importance, on se fait accompagner d'un expert, je dis on, les équipes syndicales se sont fait accompagner d'un expert à ce moment-là, et c'est cette petite phrase dans l'accord qui était proposée qui disait que Bridgestone s'engage à ne pas mettre en œuvre des départs contraints dans le cadre d'un PSE. Néanmoins, ça c'est le petit mot qui fâche, néanmoins, en cas de détérioration de la situation économique, on peut envisager que, et là cette petite phrase, ça a été la phrase de la non-signature. La preuve en est, c'est que un PSE a été annoncé dans les mois qui ont suivi. Donc non, on ne signe pas de façon systématique, on regarde ce qu'il y a autour de la table, on cherche quels sont les objectifs, les moyens qui sont mis en place, et tout ça, c'est bien fait pour qu'on trouve vraiment, connaître vraiment la situation parfaitement et trouver des opportunités individuelles dans l'intérêt d'un projet collectif. Parfait, merci Jennifer. Alors peut-être Christian, un rebond sur les articulations justement qu'on peut voir. C'est toi qui parlais de boîte à outils ou de, je ne sais plus quelle est l'expression. Enfin voilà, un peu comment le côté hybride et comment ça peut s'articuler avec, notamment avec la GEPP. Oui.
Oui, donc effectivement, dans ces discussions que les entreprises peuvent engager sur le devenir de l'entreprise et la façon dont elle peut s'adapter à un environnement qui est plus compliqué, euh, eh bien, il y a ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a la discussion peut être très ouverte et aboutir à la mobilisation de un ou plusieurs outils juridiques tels qu'ils existent dans l'entreprise et tels que j'ai présenté dans la cartographie. Et à juste titre, les intervenants ont rappelé qu'il n'y avait pas que l'APC. Bon, il y a bien sûr le PSE avec lequel il est souvent comparé, mais il y a aussi la GEPP, donc la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, et les APLD rebonds, qui peuvent être une alternative. Donc on voit bien, et encore d'autres systèmes. Donc en fait, la boîte à outils, elle est assez ouverte. Et s'il y a un moment où cette discussion a un intérêt, c'est notamment quand il y a la discussion sur les orientations stratégiques au niveau du CSE. C'est à ce moment-là que l'entreprise doit partager l'information économique qui ensuite pourra l'amener à mobiliser tel ou tel dispositif. Mais bon, dès lors que moi je trouve que c'est pas inintéressant de discuter avec l'employeur sur comment on réagit par rapport à telle ou telle situation. C'est mieux que un PSE qui vous tombe sur le coin de la figure et que vous n'avez plus rien, pas d'autre chose à faire que de négocier au mieux les conditions de départ, mais tout est déjà décidé en fait. Donc la discussion est plus ouverte quand l'employeur vient vous voir. Et effectivement, ce qui était en premier lieu juste un APC pourra se transformer en des choses un petit peu plus complexes et un peu plus ouvertes, et en tout cas améliorées par la négociation. C'est ça qui est important. On voit bien que le sujet n'est pas facile, et moi je comprends tout à fait, parce qu'il y a eu des excès, parce qu'on peut avoir des points de vue qui sont différents. Je comprends tout à fait le discours de Romain. Euh, mais voilà, les choix sont pas faciles. C'est une question d'équilibre, de contrepartie et de responsabilité. Voilà. Et bien évidemment, sans oublier les salariés au passage, parce que c'est eux qui vont être concernés. Donc, je crois que c'est un peu sur ces sujets-là qu'on voit à quel point les responsables syndicaux, les élus ont parfois une tâche qui n'est pas facile, hein, et pas suffisamment reconnue, parce que ces choix, ils sont très compliqués à réaliser. Mais j'en reviens à ta question plus précise sur le lien avec la GEPP. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'un accord GEPP ou GPEC, peu importe, peut contenir dans sa rédaction des dispositions qui sont en fait celles d'un APC. Donc, il suffit que l'accord GEPP, il n'a pas besoin de s'appeler APC, il n'y a pas besoin d'un chapitre APC à l'intérieur, il suffit que certaines dispositions concernant les contrats de travail ou certains éléments du statut soient couverts par l'article du Code du travail L2254.2. Et donc, ça veut dire, dès lors que vous avez cet article de loi dans une partie de votre accord, ça veut dire que tout ce qui est couvert par cet article de loi dans l'accord, bah, si le salarié refuse, c'est éventuellement dehors. Voilà, avec les dispositions qui sont prévues par l'accord en termes d'indemnisation, et sinon le minimum légal. Voilà, donc moi je vous encourage en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est des négociations qui ne sont pas faciles. Maintenant, il faut rappeler deux choses. C'est l'employeur vient vous chercher, il a besoin de vous, et à la fin des fins, si vous ne signez pas, il ne se passe rien. Il sera obligé de faire un PSE. Donc, vous avez quand même quelque part la main, même si vous pouvez bien évidemment être sous pression, et vous n'êtes pas obligé d'accepter n'importe quoi. Voilà, donc nous, dans les quelques entreprises qu'on a pu accompagner, on a rencontré des délégués syndicaux qui parfois ont négocié un APC, ont refusé de le signer en disant à l'employeur: assumez vos responsabilités et faites un PSE. Voilà. Donc c'est parce que l'équilibre n'était pas là, et la logique était et les organisations syndicales ne souhaitaient pas s'associer à une logique de détournement du droit.
Voilà, je m'arrête là. Parfait. Merci, merci. Merci Christian. Alors, je me permets, je vais mettre en partage. Attendez, je vais vous mettre un partage. Et là, cette fois, c'est une ressource en accès libre que je vais vous mettre. Là, vous pouvez télécharger. Après, c'est un papier produit par Miroir Social sur la situation chez Michelin avec les 2 APC. C'est un accès réservé aux abonnés, mais là, vous pouvez le télécharger là. Donc, il y a un petit nuage normalement en haut à droite du papier. Là, si ça vous intéresse, vous le téléchargez et hop, comme ça, vous l'avez en magasin. Et ça revient un peu sur, voilà, ça sera moins dynamique que ce que vous avez pu entendre, mais voilà, je vais vous mettre cette ressource en partage. On passe maintenant à Joseph Taillefet. Donc, toi, tu es secrétaire général de Plastaillance. Donc, on va partager avec toi un peu un éclairage un peu iconoclaste, on va dire, parce que jusqu'à maintenant, on a quand même parlé de l'APC dans une situation économique dégradée. Or, l'approche que tu dispenses, toi, auprès de tes adhérents, qui sont principalement des PME et des TPE, c'est justement, à l'inverse, c'est de dire que l'APC, c'est l'occasion ça ne doit pas se faire dans une situation dégradée, parce que toi, tu portes l'approche de l'APC comme, on va dire, socle. Tu profites de l'APC pour en faire des conventions collectives d'entreprise qui vont déroger largement au socle conventionnel de la branche et en faire un nouveau socle social. D'ailleurs, je mets en lien, attendez, j'enlève la ressource là, et je vais vous partager un lien parce que vous avez produit un livre blanc en 2020. Tout à fait. Vous assumez clairement l'approche et un livre blanc titré l'APC comme socle social de l'entreprise que je vous invite à lire et donc vous pouvez retrouver ici. Donc Joseph, au regard de ce que tu as pu entendre, donc en 2020, quand tu étais intervenu, il y avait 50 APC au compteur du côté des adhérents de Plastaillance. Là, vous en êtes à 100. Où est-ce qu'on en est et avec quelle approche par cette idée de dire on va déroger à la convention collective d'entreprise qui n'est pas forcément du goût des organisations syndicales de voir une organisation patronale approcher le dialogue social de cette façon-là, mais en tout cas, comment toi, tu dispenses la chose auprès de tes adhérents. À toi. Alors, merci beaucoup, merci Rodolphe et bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer peut-être par un petit peu un élément de bilan. J'ai entendu Madame Viau Jennifer qui disait qu'effectivement la CFDT, vous êtes dans le constructif, dans un syndicat réformiste et qu'aujourd'hui, on va dire, vous n'êtes pas, on va dire, a priori contre les accords de performance collective. Écoutez, je veux dire alléluia, parce que je peux vous assurer qu'il y a 5 ans, il y a vraiment 5 ans, on a l'expérience, on a vu même des articles dans la presse à l'époque. Nous, effectivement, on ne s'est jamais caché notre organisation, on va dire, d'accompagner des entreprises à mettre en place des accords collectifs dérogatoires et notamment ce type d'accord. Et je me rappelle qu'à l'époque, la CFDT, la FCE-CFDT d'ailleurs, était vraiment, on va dire, très, très frileuse. Donc, il y a un changement. Et je veux dire, je m'en réjouis de ce point de vue-là. Je vous critique pas là-dessus, mais je vois qu'il y a un changement dans les mentalités par rapport à ce type d'accord. Parce qu'effectivement, nous, ça fait depuis très clairement les ordonnances Macron, c'est 2017, fin 2017. Donc, nous, les premiers accords, ils ont commencé à partir de 2018, avec à un moment donné de flottement pendant le Covid. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment arrêté d'accompagner parce qu'effectivement, des entreprises sont effectivement intéressés pour y aller et des syndicats de salariés qui parfois se cachent souvent vis-à-vis de leur fédération, c'est vrai, ou qui affrontent leur fédération aussi. Ça arrive aussi qu'il y ait des affrontements avec la fédération. Des élus sont également intéressés par rapport à ça. Alors, le principe, c'est quoi? C'est qu'en fait, pourquoi promouvoir ce type d'accord d'une manière générale? Parce que l'APC, comme l'a dit tout à l'heure Zoran, il n'y a pas besoin, on va dire, de faire un APC pour, on va dire, les éléments collectifs. Si on veut discuter de la majoration des heures sup, même mettre des jours de carence d'arrêt maladie, il n'y a pas besoin d'un accord de performance collective, un accord d'entreprise simple suffirait. Sauf que l'APC, et là, c'est la partie qui, on va dire, intéresse nos adhérents, parce qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses avec l'APC. Je vous dis, ça peut être l'ange ou le démon. C'est pas de réduire les salaires. On n'a jamais, on va dire,
midi, voilà, on va réduire les salaires des gens pour sauver une entreprise. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas des accords, et tu as eu raison de le soulever, ce n'est pas des accords qu'on aime promouvoir quand la situation économique va mal. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on doit travailler sur des effets au long cours on va dire de compétitivité, et que quand une entreprise va mal, l'APC pour nous, c'est un peu, on va dire, c'est un peu trop tard. On va dire, c'est pas le moment, ou en tous les cas, pour avoir des effets au niveau de nos adhérents, on risque pas forcément d'avoir les retours immédiatement. Et à ce moment-là, c'est plutôt un PSE ou un APLD, l'activité partielle longue durée, APLD rebond, éventuellement, qui peuvent être, par exemple, envisagés. Nous, on essaie de négocier dans un moment où, justement, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, justement, il n'y a pas de pression en termes, on va dire, économiques d'emploi. Il n'y a pas de « attention, vous risquez de perdre l'emploi, on va fermer s'il n'y a pas d'APC ». Il faut vraiment que ce soit dans une ambiance apaisée. C'est-à-dire que quand c'est conflictuel, et c'est d'ailleurs la première question que je pose quand je discute avec une entreprise, je dis « est-ce que le dialogue social avec votre délégué syndical ou avec votre CSE ou avec vos salariés quand vous êtes une TPE, parce qu'on peut faire des accords en référendum, est-ce que ça va ou est-ce que vous êtes… enfin, je veux dire, il y a un problème dans la boîte. Parce que s'il y a un problème, ce n'est pas la peine, ça va être compliqué, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait une confiance entre les représentants du personnel et l'employeur ou les représentants de l'employeur. S'il n'y a pas cette confiance, ça va être compliqué de rentrer là-dessus. Et dès lors qu'on a, on va dire, cette assurance-là, en fait, nous, et la méthodologie qui est présentée dans le livre blanc, elle n'a pas changé. Hein. On va dire, il y a déjà tout l'essentiel là-dessus. Au final, on présente effectivement d'abord, on va dire à l'entreprise, on va dire à l'employeur, la partie employeur, les éléments sur lesquels elle pourrait agir. Ce n'est pas à nous de décider pour elle ce qu'elle peut faire, c'est l'entreprise. Il faut lui présenter le champ des possibles. Et notamment, et le point important, c'est la partie sur, on va dire, l'organisation du temps de travail, parce que ça, c'est extrêmement important aujourd'hui pour des entreprises de pouvoir réagir en termes de changement, on va dire, d'organisation. Je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, vous avez des salariés qui éventuellement ont été embauchés pour faire du 3-8. Dans les contrats de travail, vous avez des équipes de 3-8, simplement. Mais à un moment donné, vous avez un surplus de commandes qui vient, ça cartonne à fond, il faut répondre. Si on ne le fait pas, on va perdre le marché. Il faut passer en 5-8. Si le contrat de travail, on va dire, est rédigé de manière un petit peu trop stricte sur la partie horaire ou que les salariés même sont en 3-8 depuis des années, pour passer en 5-8 ou pour passer sur une nouvelle organisation qui est quand même un nouveau champ, c'est une modification du contrat de travail. Donc, quand vous avez 50, 60, 70, 80, 100 salariés là-dessus, il faut faire 50, 70, 80, 90 avenants au contrat de travail pour pouvoir le faire. Ce n'est même pas la peine. Il y aura toujours des gens qui vont dire peut-être non, et ça va prendre du temps. Et donc là-dessus, par exemple, l'accord de performance collective permet effectivement de dire, voilà, l'entreprise, et effectivement, il faut justifier. Maintenant, la Cour de cassation demande aussi de bien, et là, c'est heureux, j'ai envie de dire, il ne faut pas que ce soit le Far West. Il faut effectivement justifier les motifs qui amènent, on va dire, à utiliser un accord de performance et les intérêts de l'entreprise. Mais en tous les cas, ça permet, par exemple, de mettre en place vraiment une clause de mobilité horaire et de dire l'entreprise pourrait mettre en place du 2-8, du 3-8, du 5-8, des équipes de suppléance, du jour, de la nuit, en cas de besoin. Et l'accord, effectivement, la clause de l'accord se substitue au contrat de travail. Donc ça permet effectivement, sur ce point de vue-là, c'est un élément très intéressant pour nos entreprises. Et c'est vrai que dans les accords, on met aussi d'autres choses, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été, je parle sous le contrôle de Zoran, s'il a peut-être plus de vues sur ce sujet-là, mais il ne m'a pas semblé, on va dire, et même le ministère d'ailleurs est assez ambigu sur le sujet, qu'il n'y a pas d'interdiction à mettre d'autres éléments qui ne sont pas, on va dire, directement en lien avec l'accord de performance collective. On peut très bien parler de la majoration des heures supplémentaires, alors que ce n'est pas forcément un élément qui relève de l'APC. On peut mettre des tickets restaurants dans un accord de performance collective, on va dire en compensation, et pourtant, ce n'est pas du salaire et ce n'est pas de la rémunération. Il n'y a personne qui va nous dire que c'est quelque chose d'illégal. Et c'est vrai qu'on essaye de faire un accord, on va dire, global, dans lequel, effectivement, il y a la partie contingent d'heures supplémentaires. Aujourd'hui, la branche plasturgie, on le dit, 130 heures en contingent d'heures supplémentaires, c'est extrêmement faible. Le légal, c'est 220. Donc, au niveau de la branche, personne n'a envie de déroger à ça, malheureusement. Et
c'est comme ça. Et ben à ce moment-là, quand la branche ne peut pas le faire, on passe par l'accord d'entreprise. Récemment, enfin, j'ai presque envie de dire, c'est presque le témoignage, un petit peu, je le dis ouvertement et franchement, je n'ai pas l'habitude d'avoir la langue de bois, c'est un peu la déception, j'ai envie de dire, des accords de performance, on va dire à la sauce, entre guillemets, Place Alliance, c'est la déception par rapport justement à ce qui se passe au niveau de la branche. Et chaque jour qui passe le confirme. On le voit récemment, nous, on a signé un accord d'APLD rebond avec la CFDT, la CFE-CGC et la Force ouvrière, avec vraiment un accord. D'ailleurs, le représentant de la CFDT, votre homologue Jennifer Michael Gras, a dit qu'effectivement, c'était un accord même presque de référence, on va dire, parce qu'effectivement, il y avait vraiment des choses qu'on avait mis en place. Et vous avez une autre organisation patronale qui a fait une opposition sur ce sujet. Donc, au final, qu'est-ce qu'on est obligé de dire aux entreprises? Ne comptez que sur vous-même, quoi. Ne comptez pas sur la branche. Négocier avec les élus, négocier avec les syndicats. Et l'effet, j'ai envie de dire, qui se coule, on va dire, intéressant aussi à voir, c'est qu'il y a des entreprises qui n'ont pas d'élus, ou qui n'avaient pas d'élus parce qu'il y avait des PV de carence, et ils se retrouvent en fait à lancer des élections pour pouvoir faire ces accords. Donc, que ce soit des APC, que ce soit d'autres types d'accords nécessaires. Et donc, aujourd'hui, il y a des entreprises qui cherchent à avoir des représentants du personnel et qui même n'en trouvent pas. On a des problèmes de main-d'œuvre dans la plasturgie, mais je peux vous dire, on a aussi des problèmes de recrutement en termes de représentants du personnel, entre guillemets, parce qu'il y a des entreprises où les salariés ne veulent pas se présenter. Des boîtes de 40 salariés, 30 salariés, 70 salariés, c'est pas si petit que ça, dans lesquels, en fait, l'entreprise dit, écoutez, on peut, sans représentant, c'est compliqué parce qu'il faut un salarié mandaté, il faut ensuite faire un référendum, etc. Mettons directement un CSE. Et en fait, les gens, ils ne veulent pas, quoi. Mais en fait, il y a, on va dire 20%, on va dire, des entreprises chez nous qui ont mis en place des accords de performance. C'était des entreprises qui n'avaient pas de CSE, qui étaient en PV de carence et qui ont lancé des élections pour pouvoir, on va dire, négocier. Donc, d'une certaine manière, l'accord de performance peut aussi revivifier, on va dire, un peu le dialogue social. Il y a quand même cet effet-là qui est quand même réel. Et en termes, on va dire, de constat et de bilan qu'on a quand même, parce qu'on a vraiment un gros recul sur le sujet. Je veux dire, je dois compter sur les doigts peut-être d'une main les salariés qui ont refusé l'application de l'accord. Parce que nous, notre objectif, ce n'est pas que les gens partent. Le but des accords que nous, on accompagne et les employeurs aussi, ce ne sont pas des accords pour faire partir des gens. Ce ne sont pas des accords pour diminuer la masse salariale. Ce n'est pas des accords pour, on va dire, sans rien donner quelque chose en retour. Il y a toujours des contreparties. Il y a toujours des contreparties pour les salariés. Je prends un exemple. Effectivement, dans l'accord de performance, on met effectivement la clause, on va dire, de pouvoir, au niveau horaire, pouvoir adapter. La possibilité de pouvoir travailler de 10 heures. Aujourd'hui, c'est la durée maximale quotidienne de travail, c'est 10 heures par jour. La possibilité, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, mais la possibilité de monter jusqu'à 12 heures par jour. Le Code du travail l'autorise, mais il faut un accord collectif. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Ça veut dire que s'il y a besoin, si la production repart, parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir répondre, on peut augmenter, on va dire, la durée, on va dire, quotidienne ou des choses comme ça. Et en compensation derrière, vous avez des entreprises qui ont mis en place, par exemple, une indemnité, par exemple, de panier de jour qui n'existait pas. Donc, ça peut être des montants assez conséquents. Des médailles du travail, mais des médailles du travail, pas des petites médailles du travail. La médaille du travail, il faut savoir qu'on peut donner jusqu'à 1 mois de salaire de base totalement exonéré de cotisations et de charges. 1 mois de salaire de base, c'est quasiment un 13e mois. Vous avez également des éléments comme ça. Vous avez les indemnités pour le transport, vous avez, on va dire, des forfaits mobilité durable pour que les gens puissent éventuellement toucher de l'argent quand ils viennent en covoiturage ou qu'ils prennent le vélo. Donc, ce sont des accords dans lesquels, on va dire, on essaye de trouver quelque chose dans lequel les gens sont contents, autant de la partie salariée et autant de la partie employeur. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu un accord qui a été dénoncé. Je n'ai pas eu des syndicats qui m'ont dit on s'est fait avoir. Je n'ai pas des élus qui ont dit on s'est fait avoir et au final, non, on a perdu de l'argent. Les gens, au final, ils ont eu quand même des gains sur le bulletin de salaire. Il y a des augmentations de salaire qui ont été proposées aussi. Il y a eu des accords d'intéressement qui ont été aussi comme des contreparties de l'accord. Et donc, au final, aujourd'hui, des accords, nous, on cherche vraiment des accords dans un climat plutôt apaisé.
Merci Joseph pour la synthèse. Le temps tourne. Je vous propose il nous reste 4 minutes officielles, mais je propose de rajouter quand même peut-être 10 minutes. Ça vaut peut-être le coup pour celles et ceux qui peuvent. Et surtout, j'espère pour les intervenantes et intervenantes ici présents que c'est possible pour vous parce que ça pourrait être pas mal. Je mets un lien, hop, parce que Joseph, tu as commis un ouvrage récemment. Tu fais ton boulot jusqu'au bout de. Voilà. Ah ouais, donc, tu as commis un ouvrage sur la défense de l'industrie plastique. Donc, voilà, je me permets de faire le lien quand même. Tu vas jusqu'au bout de ta démarche. Les syndicats sont cités. Il y avait d'ailleurs Non, tu n'as pas le temps là. Je ne dis pas, je ne dis rien, je ne vous spoil pas. Ok, d'accord. Merci à toi, Joseph. Moi, ce que je vous propose, c'est de. Là, il nous reste peut-être donc bon 10 minutes, de rebondir librement en fonction de ce que vous avez pu entendre les uns les autres. Et donc, vas-y, Jennifer, go. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Effectivement, on parle de. Vous dites qu'il n'y a pas assez d'élus. Eh bien, écoutez, les ordonnances Macron, je pense qu'ils sont pour quelque chose. Et j'aimerais, dans ce cas, constater que les employeurs sont plutôt acteurs dans des négociations d'accords de dialogue social. Or, on constate que ce n'est pas le cas et qu'aujourd'hui, les élus manquent de moyens. Vous parliez des contingents d'heures. Effectivement, que ce soit dans la plasturgie, dans le caoutchouc, puisqu'on parlait des usines caoutchouc, les contingents d'heures au niveau conventionnel sont de 130 heures. Mais ce n'est pas complètement anodin. À un moment où on parle quand même de pénibilité, de travail compliqué, de travail en équipe, en travail de nuit, aujourd'hui, si le contingent d'heures conventionnel existe, ce n'est pas pour y déroger, et ça, on y est très vigilant, ce n'est pas pour y déroger en entreprise. Malheureusement, aujourd'hui, avec l'inversion de la hiérarchie des normes, on peut le faire. Et ça reste quand même une ligne rouge à la CFDT, c'est de réduire les droits des salariés alors que ça a été accordé au niveau conventionnel. Message passé. Qui veut rebondir? Romain, Valérie, Zoran, Christian. Moi, je veux bien rebondir juste. Ton micro, Valérie. Pardon. Je voulais rebondir sur ce que disait Joseph tout à l'heure sur le climat apaisé dans une entreprise quand on veut faire un APC, ou en tout cas comme une condition un peu sine qua non. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je me demande si aujourd'hui, il est vraiment possible, en tout cas nous dans notre secteur, d'avoir un climat vraiment apaisé. Jennifer parlait de dialogue social. C'est compliqué, le dialogue social, c'est compliqué d'avoir une ambiance apaisée parce qu'on a un contexte macroéconomique hyper compliqué, hyper tendu, où finalement, on a toujours un peu l'impression d'être… alors, ce n'est pas une forme de chantage, mais presque, je crois que quelqu'un tout à l'heure a parlé de chantage. Donc, j'entends que pour faire un bon APC, il faudrait être dans un climat social apaisé. Mais comment on arrive à ce climat social apaisé dans le contexte macro-éco qu'on a aujourd'hui? Parfait. Oui. Effectivement, juste par rapport à ce que vous dites, je veux dire, Michelin n'est pas adhérente chez nous, donc je peux parler. J'ai des entreprises du caoutchouc, soit dit en passant, comme adhérents. On a un champ un peu plus, même si on est représentatif dans la plasturgie, j'ai des adhérents des entreprises non plasturgie également chez nous aussi. Et c'est vrai que quand on est, on va dire, dans des secteurs dans lesquels, et je prends la partie automobile, on va prendre rapidement, Joseph. L'exemple de l'automobile aujourd'hui. Quand vous avez d'un point de vue conjoncturel, on va dire, des chiffres qui prévoient, on va dire, la baisse, on va dire, du marché dessus, aujourd'hui, de l'accord de performance collective, moi, je ne le vois pas comment il va pouvoir, on va dire, renverser cette tendance. Je veux dire, l'accord de performance collective est un excellent parachute pour pouvoir justement, en cas de crise, on va dire, peut-être grave, mais qui ne sont pas non plus des crises destructrices, on va dire, de secteur, à atterrir. Et c'est ce qu'on a vu, par exemple, pendant le Covid. Les entreprises qui avaient des accords de performance collective, c'est celles qui ont mis en place le moins d'activité partielle Covid à l'époque. Parfait. Romain, peut-être que tu veux réagir par rapport à ce que tu as pu entendre? Ouais. J'en profite d'avoir un peu de réseau. Aujourd'hui, quand on parle de dialogue social, moi, je vois le dialogue social chez Michelin, mais je vois aussi au niveau de la branche du caoutchouc. Aujourd'hui, il n'y a aucun dialogue social, que ce soit dans la branche du caoutchouc ou chez Michelin, on a les mêmes en face de nous. Ça veut dire que c'est eux qui décident, c'est eux qui prennent les décisions, et derrière, on n'a plus qu'à accepter ou pas accepter. Mais en tout cas, il n'y a pas de négociation. Aujourd'hui, moi, je fais quelques négociations au niveau de la branche du caoutchouc. Jennifer aussi. Donc, je pense qu'elle sera d'accord avec moi. C'est qu'en face de nous,
on a des personnes qui sont hautaines et qui viennent sans, comment dire, sans aucun pouvoir, quoi. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué les négociations, que ce soit la branche Mince, la liaison est du pas top top, hein. caoutchouc ou chez Michelin. On signe un PSE. Ouais, Romain, la liaison est pourrie là, pour parler clair. Ouais, ça le fait pas trop, hein. Est-ce que je Est-ce peux rebondir sur le message de Aurélien? Il dit: je n'aime pas trop ce critère de très peu de salariés sont partis comme critère du bien fondé d'un APC. Quand la contrepartie principale, c'est garder ton emploi, ça biaise quand même un tout petit peu le choix du salarié. Alors, juste pour information, dans aucun de nos accords, il n'y en a pas un seul dans lequel on s'est engagé à maintenir l'emploi. Ce n'est pas des accords, on aurait pu, hein, ça fait partie des choses qui sont possibles dans un APC. Mais il n'y a jamais eu de dire si vous ne signez pas, c'est un licenciement. Enfin, en gros, on va fermer la boutique ou on va virer des gens. C'est pour ça que je vous dis que dans le climat apaisé, on n'est plus dans ce critère, on va dire, de dire attention, si on ne le fait pas, il y aura pire derrière. Et dans l'accord, on ne s'est pas engagé non plus, et on ne s'est jamais engagé à dire que par rapport à ça, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou pendant même 20 ans, parfois, parce qu'on a des accords à durée déterminée qui ont une durée de 20 ans parfois, ou 30 ans, on s'engage à ne pas licencier des gens. Donc, il n'y a pas de ce genre d'engagement par rapport à ça. entendu. Alors, Christian, ouais, Jennifer? Ouais, attention, enfin, je reviendrai quand même, la vigilance de la CFDT, enfin, nous, tous les voyants sont au rouge lorsqu'on nous parle quand même de ce type d'accord, c'est-à-dire qu'on va tout regarder dans les petites lignes, on va poser un maximum de questions parce qu'on a quand même constaté qu'il y avait des effets d'aubaine. On l'a constaté notamment avec Bridgestone et encore une fois, c'est bien pour ça qu'on n'est pas allé sur cet accord-là. Et puis, encore une fois, attention, hein, les droits des salariés, ils ont été négociés. Je reviendrai sur les conventions collectives, je reviendrai sur les accords d'entreprise. Il y a des droits qui ont été négociés, qui ont été obtenus, sur lesquels employeurs et organisations syndicales se sont mis d'accord. Et l'APC ne doit pas être l'occasion de réduire ses droits, que ce soit l'APC comme n'importe quel accord. La hiérarchie des normes, aujourd'hui, elle nous fait énormément de mal. Parce qu'aujourd'hui, on peut déroger à tout. Et je reviendrai sur le contingent d'heures, on est confronté à ça. Les employeurs, et on le constate, de plus en plus vont négocier des accords temps de travail en mettant des contingents d'heures qu'ils appellent légaux, parce qu'ils font 220 heures. Et donc, passez-moi l'expression, ils s'assoient sur la convention collective qui, elle, en prévoit 130. Donc, attention, enfin, nous, là, on alerte nos élus là-dessus. Alors, Jennifer, juste pour rebondir sur ça, c'est très important. Effectivement, aujourd'hui, on peut tout faire, et ce n'est pas lié à l'APC, c'est lié au fait que l'abandon du principe de faveur, du principe s'accroissant de faveur, ça permet effectivement beaucoup de choses. Il y a un élément aussi qui va aujourd'hui constituer aussi un garde-fou dans cette négociation, que ce soit APC ou autre accord dérogatoire, c'est la problématique de la santé et de la sécurité des salariés. Okay. Ça veut dire que oui, avec un APC, on peut faire beaucoup de choses sur le temps de travail, sur l'aménagement du temps de travail, à la condition que ça ne porte pas atteinte à la santé et la sécurité du salarié. Jusqu'à présent, c'était, on va dire, hors champ de la négociation collective, c'est-à-dire on considérait que dès lors qu'un accord était négocié et conclu, circuler, il n'y a rien à voir. La Cour de cassation, aujourd'hui, elle va, on va, en tout cas, il y a un examen qui va se faire sous ce prisme-là, et c'est quelque chose à vraiment pas négliger pour vos futures négociations. Excuse-moi, Romain, voilà, on n'entendait pas. Romain, peut-être là, profitons de ta connexion, peut-être? Ouais, et ben non, mais après, les APC, c'est aujourd'hui, peut-être que dans certaines entreprises, il y a moyen de négocier, il y a moyen d'avoir des bonnes choses dans un accord, dans un accord APC. Aujourd'hui, c'est pas ce qui s'est produit dans l'accord APC 2.3. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, l'entreprise s'est servie d'un accord APC pour supprimer des postes parce qu'elle elle avait déjà fait 2 PSE avant et qu'elle ne se voyait pas en faire un troisième d'affilée. Donc, elle a utilisé un autre système pour supprimer des emplois. Mais aujourd'hui, que ce soit un APC, un PSE, une RCC, une RCI, tout ce que vous voulez, derrière, c'est
c'est la suppression des emplois. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que économiquement, Michelin est en difficulté. Aujourd'hui, Michelin se porte très très bien. Aujourd'hui, Michelin fait des chiffres records chaque année, des bénéfices records chaque année. Donc aujourd'hui, c'est pas économiquement que Michelin se porte mal. Aujourd'hui, c'est que derrière, ils ont promis une marge de plus en plus grosse à ses actionnaires, hein. Aujourd'hui, pour respecter cette marge et avec la perte des parts de marché, aujourd'hui, on passe par les suppressions de postes. Aujourd'hui, c'est les salariés qui sont la variable d'ajustement chez Michelin. Aujourd'hui, il y a moins il y a moins de parts de marché, donc on supprime des emplois. Mais aujourd'hui, allons plutôt chercher les parts de marché en baissant nos prix, en faisant revenir les clients chez nous, qu'en continuant la politique qui est faite depuis un paquet d'années, là, en voulant augmenter les tarifs et en perdant des clients. Pendant les années Covid, on a quand même augmenté nos tarifs 8 fois dans la même année. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Aujourd'hui, les coûts sont les mêmes pour tout le monde. Nos concurrents ont les mêmes coûts que nous. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à s'aligner sur eux. Aujourd'hui, il faut quand même rappeler que les pneus Michelin, je parle des pneus voitures. Aujourd'hui, à part si vous avez une voiture haut de gamme, vos pneus ne sont plus fabriqués en France et pourtant, les pneus sont vendus beaucoup plus cher que les autres. Donc aujourd'hui, la politique Michelin, c'est de faire de plus en plus de marge, de plus en plus de bénéfices et pour renverser de plus en plus à leurs actionnaires chaque année. Et tout ça au détriment des salariés qui, aujourd'hui, voient leur salaire stagner. Aujourd'hui, je tiens à rappeler quand même que dans la branche du caoutchouc, Michelin est le plus mauvais patron au niveau de la grille des salaires. Donc aujourd'hui, quand on est numéro 1 du pneumatique, aujourd'hui, au niveau bénéfice, aujourd'hui, on est quand même le dernier au niveau des salaires. Donc voilà, aujourd'hui, on voit comment Michelin traite ses salariés. C'est de pire en pire. Et moi, j'ai quand même des anciens qui me disaient à l'époque que quand on partait de chez Michelin, quand c'était notre dernier jour, on pleurait le jour qu'on partait. Aujourd'hui, ils sont plutôt pressés de partir et ils nous demandent quand est-ce qu'on va pouvoir partir. Donc voilà, aujourd'hui, la différence chez Michelin, il y a plus ce côté familial. Aujourd'hui, depuis qu'on a été repris par des personnes qui pensent qu'à faire du bénéfice, on a perdu un peu le côté familial de l'entreprise Michelin. Ok, merci Romain. Mot de conclusion, Christian? Oui, mot de conclusion, ce que je dirais juste, c'est si vous êtes dans les contextes où un APC peut surgir, dotez-vous des moyens pour prendre du recul, hein, et notamment sur les marges de manœuvre de l'entreprise. Voilà, parce que ça va dicter aussi à la fois l'opportunité de négocier et le niveau des contreparties à demander. Voilà, donc et deuxième conseil que j'aurais à vous donner, c'est de ne pas rester seul, hein. Donc contactez déjà votre syndicat ou votre fédération pour savoir qu'est-ce qui peut se passer par ailleurs, avoir les premiers conseils qu'ils peuvent vous donner. Et puis, bien sûr, ensuite d'aller chercher des experts et des avocats pour ces négociations qui sont à fort enjeu, qui sont risquées pour vous en tant que délégué syndical et évidemment pour les salariés. Merci Christian, merci à Sextant Expertise et à Brilly Koskas et Associés d'avoir porté cette riche rencontre. Excusez-moi, on a débordé de 10 minutes, mais je pense que ça valait le coup. Merci à Jennifer, Valérie, Romain et Joseph pour leurs éclairages. Brut de fonderie. Voilà, je pense que c'était assez clair les positionnements des uns, des unes et des autres et intéressant à entendre. Merci de votre participation dans la salle. Synthèse à suivre. Ça sera le dernier direct de l'année pour Miroir Social. On commencera l'année 2026 avec un cycle sur la responsabilité sociale des entreprises qui s'appelle Parle à ma RSE. Ça va être un cycle qui va courir pendant 2 mois et qui va être que j'ai hâte de vous présenter, mais ça se présente de façon très intéressante. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ça a pu vous nourrir et enrichir un peu et vous préparer, parce que quand ça va vous arriver, effectivement, vous l'avez vu, quand ça arrive, il vaut mieux être prêt et savoir de quoi il retourne. Comme l'a bien précisé Christian, ça peut être qu'un article qui se met dans un accord, etc. Donc, il faut quand même bien être sensibilisé à l'objet que ça recouvre, l'APC, un objet, ma foi, fort intéressant et à suivre.
Eh bien, écoutez, je ne vais pas être plus long et on va couper ce live. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et je propose aux intervenants présents dans la salle de se retrouver dans la petite salle, le petit lien que je vous ai proposé. Je vais couper ce direct en vous souhaitant à nouveau une bonne journée. Merci, au revoir. Merci à tout le monde. À bientôt. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. Yes. Bon, allez, je coupe. Zou.